Aujourd'hui, je reçois un invité d'exception, Djibril Cissé, ancienne star du football, qui aurait pu prendre sa retraite paisiblement, mais il a choisi un tout autre chemin, celui des platines en tant que DJ, entrepreneur, passionné de mode. Son après-carrière est un véritable exemple de détermination et de réinvention. Comment passe-t-on du terrain de foot au terrain de l'entrepreneuriat? Quels ont été les défis qu'il a relevés? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, Djib. Ça va. T'as vu, maintenant je suis... C'est bon. Merci beaucoup d'être là. Merci On se connaît depuis super longtemps. Et c'est vrai qu'il y a des questions qu'on ne s'est jamais posées, enfin, toi, que je ne t'ai jamais posées. Et effectivement, on est là pour inspirer des gens, pour les rassurer sur leur carrière aussi, sur le fait de se réinventer aussi, quel que soit le métier qu'on a eu à la base. Et toi, tu aurais pu, effectivement, comme je l'ai dit, choisir d'être à la retraite ou d'être... pas que consultant, parce que tu l'es, effectivement, sur les matchs. Beaucoup de grands joueurs d'athlètes le font après leur carrière. Et toi, tu as vraiment tout réinventé. Et ça a commencé même pendant ta carrière, puisque tu avais créé Monsieur Lenoir, ta marque de vêtements, en 2012. Ouais. C'est ça? Ouais. Au départ, c'était vraiment une... j'ai pas envie de dire une blague, mais c'était un truc entre mon grand pote, Q-Skid et moi. On en avait... pas marre, mais on voulait être différent et avoir des sapes différentes des gens. Donc, on a créé Monsieur Lenoir. À l'époque, j'étais joueur, donc j'avais une autre visibilité, une autre puissance médiatique. Et du coup, ça a pris et on a lancé la marque au grand public. Mais de base, c'était que pour nous. Tu t'étais reposé sur ce que tu aimais de toi ou sur ce que les gens attendaient tu vois, un peu plus commercial, un peu plus classique, parce que tu as vraiment un style qui se différencie de beaucoup de gens, mais... Ouais, non, c'était vraiment des choses limite un peu pompées de ce que j'avais dans mes armoires, et on a un peu changé les coupes et un peu les modèles de ce que j'avais, mais c'était vraiment pour nous, c'était pas commercial, c'était pas pour faire plaisir aux gens ou qu'est-ce qu'on va vendre. Et d'ailleurs, je me suis retrouvé avec une benne de stock tellement il y avait de choses. Et c'est un peu plus tard que j'ai compris qu'il fallait faire des études, qu'il fallait des études de marché, qu'il fallait être plus perfectionniste, plus professionnel. Et qu'une marque de vêtements, c'est pas forcément pour te faire kiffer toi, c'est aussi du commerce, donc il faut être efficace dans ce que tu fais. Et ça en est où, ce côté-là de toi, au niveau de la mode, ça en est où? La mode, c'est toujours présent. Je défile souvent, je suis toujours passionné de mode en général. Et pour Monsieur Lenoir, on est en plein rebranding là, donc on ressort dans quelques mois. Ah, génial. Quelques modèles plus friends and family, comme on appelait ça. C'est vraiment pour annoncer le retour sur vraiment des pièces plus techniques et plus mode, qui me ressemblent un peu plus sur le mois de septembre. Mais à partir du mois de mai, juin, il y aura déjà un retour de la marque Monsieur Lenoir. Et alors, quel a été le moment déclencheur? Donc, il y a eu Monsieur Lenoir, l'arrêt de ta carrière, consultant quasiment directement après. Ouais. Il y a eu Didier aussi quand même. Et voilà, et en fait, c'est ça, je veux arriver au moment de la musique. Moi, j'ai commencé à mixer, j'avais 14 ans. Oui, donc bien avant même d'être professionnel de football. Je suis passé par les vinyles, je suis passé par toutes les nouvelles technologies qu'il y a eu après. Mais la musique, ça a toujours été quelque chose de primordial, que ce soit dans ma vie et même dans ma préparation de match. De préparer un match sans musique, c'était pas possible pour moi. Tout le monde en profitait dans les vestiaires? Non, à l'époque, il y avait les portables, les CD portables, à pile, à casque filaire. Et si tu oubliais tes piles, t'étais mort. Si tu oubliais tes CD, t'étais cuit. Donc, on a connu tout ça sans remonter jusqu'au Walkman, mais presque. Parce que jeune, c'est ce que j'utilisais. Mais non, la musique, ça a toujours été présent, la mode aussi. Mais après, le fait de devenir DJ, c'était limite. À quel moment c'est normal, devenu, entre guillemets, vraiment pas juste une passion ou un loisir de mixer, où tu as dit, je vais en faire maintenant ma nouvelle activité, vraiment, où tu t'entoures, où tu fais des tournées, enfin, tu vois, tu vas en boîte. Quelques jours après l'annonce de ma retraite. Je crois que j'ai annoncé le lundi ou le mardi, et le samedi, je tournais déjà. Donc presque, tu étais hyper content que ça s'arrête pour... Non, j'aurais préféré continuer à jouer au foot, mais mon corps en a décidé autrement. Combien de buts il te manque pour atteindre ce que tu voulais? 4. 4, les fameux. C'est dur.
Mais mes enfants le feront pour moi. Et du coup, ouais, de suite après, on a commencé à mixer, à tourner. Et on est en 2025 et on continue. Et il y a un son qui sort là dans pas longtemps. Et voilà, on avance. Et donc, tu t'es entouré de... Dès que tu as commencé en fait, à vouloir vraiment faire ça, tu t'es entouré de gens qui t'ont aidé à produire, à tourner. C'est des gens que tu connaissais. J'ai pas produit directement. J'ai beaucoup tourné en tant que DJ sur mon nom. Et par la curiosité des gens qui voulaient savoir. Et les promoteurs, au début, ce qui était important pour eux, c'était de remplir leur salle. Et ce qui se passait après, c'est secondaire. Donc le nom, forcément, ça faisait vendre. Mais j'avais déjà mon expérience, vu que ça faisait déjà 15 ans que je mixais. Donc techniquement, je surprenais beaucoup de personnes. Parce que les gens pensaient que c'était un caprice ou un hobby d'après-carrière. Je sais pas quoi faire, hein, vas-y, je vais mettre 2-3 disques. Et non, pas du tout. Et du coup, ça allait très vite. Et j'ai très vite fait des festivals sérieux que les DJ font, dans le Tomorrowland, les plages électroniques. On a fait des gros festivals, le Summer Vibe à Toulouse, à Fréjus, pardon. Il y avait 25 000 personnes avec des DJ comme Morten, Mala, Chami. C'est des DJ vraiment de renom. Et c'est allé vite. Et après, j'ai compris que si tu veux faire vraiment le DC, Tomorrowland, le gros en Belgique, parce que j'ai fait l'hiver, il faut produire. Il faut produire, il faut des sons, il faut que tes sons tournent en radio, il faut que tu sois écouté. Et c'est ça qui me permettra de faire le bon sur les gros festivals. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire avec Mercer notamment, qui est un producteur exceptionnel. Là, on a un son qui sort, comme je l'ai dit tout à l'heure, un son disco house. J'essaie d'aller vers mes premiers amours qui étaient la house et la disco house. Ça surprend un peu. Mais c'est j'ai vraiment deux parties côté musique. J'ai le côté afro house et le côté aussi disco house. Beaucoup d'athlètes ont du mal à tourner la page après une grande carrière. Toi, comment tu as vécu cette transition? Tu étais heureux de pouvoir faire le DJing, mais en même temps frustré effectivement de ne pas finir ce que tu avais envie de finir, les fameux 4 buts. Carrément. Comment tu l'as vécu, toi, psychologiquement et humainement, cette transition? J'ai eu la chance d'avoir quelque chose à faire rapidement, donc j'ai vite tourné la page, mais encore aujourd'hui, tu me dis, tu plaques tout et tu repars sur une saison, il n'y a pas de problème, hein, on y va. J'ai pas encore vraiment tourné la page, je commence à être en phase de me dire, il t'en manquait 4, il fallait les mettre quand tu étais apte. J'ai toujours ce côté-là de moi qui se dit tiens-toi prêt, on sait jamais. Parce que j'aime tellement ça et que je me dis on sait jamais. Mais à 43 ans, ça serait assez fou, assez exceptionnel, mais pourquoi pas. Tu avais déjà réfléchi à l'après-football pendant ta carrière? Tu savais à peu près ce que tu voulais faire? Ça te faisait peur? Non, peur non. Peur non. Je me disais qu'à un moment donné, il fallait se préparer. Après, moi, j'ai été un peu un ovni dans le monde du football à l'époque, parce que je faisais déjà des films, j'avais tourné déjà dans quelques films, j'ai défilé déjà, j'étais déjà égérie de beaucoup de marques. Ça se fait beaucoup maintenant, mais à l'époque, c'était pas très bien vu dans le football de faire autre chose que du foot. Donc j'ai eu un peu j'étais un peu un pionnier dans ce monde-là. Et du coup, j'avais déjà un peu anticipé les choses en faisant, en mixant un peu, en lançant aussi ma marque de vêtements un peu plus de la fin, mais j'avais encore quelques années devant moi. Donc forcément, quand on lance quelque chose ou une marque, c'est pour durer. Et on se dit, pour l'après-football aussi, c'est une façon de t'occuper. Donc non, quand j'étais pas forcément... non, j'avais pas forcément peur ou pas préparé à l'après football. On vous travaille aussi, on vous prépare à travailler cette après-carrière en fait, en général, non? Pas tant que ça. Pas tant que ça? Pas tant que ça, ouais, c'est un peu au cas par cas. On vous lâche dans la nature c'est au cas par cas, c'est l'athlète qui
qui a ses centres d'intérêt, qui a ses passions et qui se dirige vers ce qu'il veut faire. Il n'y a pas forcément un pôle de gens qui te disent ben, après ta carrière, il va falloir que tu fasses ça. C'est vraiment au cas par cas et selon ce que tu aimes faire, quoi. Quand tu as lancé ta marque et qu'après aussi il y a eu la musique, est-ce que tu as ressenti du scepticisme de la part des gens? Est-ce que tu as eu un bon accueil? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? C'était plutôt positif, Ouais. mais il y a toujours, Oui. il y a toujours les gens qui vont dire ouais, c'est de la merde ou pourquoi il fait ça, il n'a pas besoin de faire ça. Et le problème, c'est que les gens ramènent tout à l'argent. Et ils se disent que ben, c'est un footballeur, il gagne bien sa vie, il n'a pas besoin de faire autre chose. Sauf que moi, c'est une passion depuis que je suis tout petit. Je volais les affaires de mes grands frères pour être un peu en avance par rapport à mes potes. La mode, les gens qui me connaissent, ça a toujours fait partie de ma vie. Même dans le football, je mettais une chaussure rouge, une chaussure bleue. On avait le même maillot, certes, mais moi, je me débrouillais de le mettre d'une façon différente pour être. Donc, la mode, ça a toujours été là-dedans. Donc, c'était normal ou une évidence que je fasse une marque de vêtements à un moment donné. Et après, les gens qui ne te connaissent pas, ils connaissent pas ta vie. Donc, pour eux, ça peut être surprenant qu'un footballeur mix ou qu'un footballeur soit designer de mode. Mais après, j'ai envie de dire que les gens pensent ce qu'ils veulent. Comment t'es, toi, par rapport à la critique ou... Ah, je m'en fous totalement. Tu t'en fous complètement. Ouais, j'ai appris à 20, allez, entre 20 et 30 ans, j'étais très, très réactif aux critiques. J'ai fait des dérapages sur les réseaux, à m'en prendre à des mecs qui parlaient mal. J'ai ce tempérament-là un peu impulsif. Mais avec le temps, j'ai su canaliser ça. Et maintenant, franchement, ça glisse. Et je me dis, ben, c'est dommage pour lui. Le mec, il te suit. Donc, il perd son temps à te suivre pour mettre des commentaires négatifs. C'est que sa vie, elle n'est pas trop excitante. Donc, j'ai pas trop de temps et d'énergie à dépenser voilà, avec ces gens-là. Et surtout que tu lui donnes du buzz qui va être repris et ça va être toi le méchant de l'histoire, alors que de base, tu n'as rien demandé. Donc, non, j'ai appris à laisser couler et faire ce que j'ai à faire, quoi. Tu as le trac quand tu montes sur une scène pour mixer? Ben, je parlais de ça hier avec. J'étais au Luxembourg hier. Tu peux avoir le trac aussi quand tu rentrais sur un terrain de foot? Non. Non, ça jamais? Non. Et donc, quand tu mixes, en revanche? Non, ça dépend. Quand c'est un gros public, je suis à l'aise. Vraiment, 10, 15, 20, 30 000 personnes, ça me va. Mais quand c'est plus petit, j'ai un peu plus la pression. Parce que tu as peur que ça ne prenne pas forcément parce qu'ils sont moins nombreux. C'est vraiment c'est fou parce que normalement, quand il y a plus de monde, c'est là où tu dois avoir un peu plus peur. Mais ça, c'est peut-être le côté du football j'ai eu l'habitude de jouer devant des gros publics. Mais ouais, j'ai un peu plus la pression, mais je tremble pas et je sais ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de jouer devant des petits publics. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu passes du monde du sport au monde de la musique ou de la mode? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé ou tu as été surpris en disant tu vois, c'est des choses complètement différentes? Ouais. Mais est-ce que tu as été surpris dans le positif comme dans le négatif aussi Ouais, le temps, les heures. Dans le football, c'est très timé. Genre, quand on te dit rendez-vous 10h, c'est rendez-vous 10h ou 10h moins le quart ou 10h moins 10. Dans la mode, quand on te dit rendez-vous 13h, tu peux attendre jusqu'à 15h. Dans la musique aussi, quand on te dit sortie, normalement ton son il sortira au mois de janvier, ben, tu peux être au mois de janvier un an après. Donc il y a des choses là voilà, qui m'ont un peu surpris. C'est vrai qu'après, nous, dans le football, on est dans un monde un peu aseptisé, on est un peu dans un cocon où quand tu es une star du football, tu demandes quelque chose, en général, ça vient. Dans le monde de la musique et dans la vie de tous les jours, il y a des fois, ben, tu demandes des choses et elles n'arrivent pas en temps voulu. Et ça, c'est vrai que ça... T'es patient, toi, ou pas? Ça dépend. Ça dépend. En général, quand on m'explique bien et qu'on me donne un... Parce que moi, en fait, j'apporte beaucoup
d'importance au mot. Donc, si on me dit, ça sera là à 17h, ça sera là à 17h. Parce que moi, c'est ce que je ferai. Si je te dis 17h, je serai là à 17h. Même si pendant un jour ou 2 jours ou 3 jours ou une semaine, tu n'as pas de nouvelles de moi, si on a rendez-vous à 17h, je serai là à 17h. Ou alors, je te préviendrai bien avant. Et ça, justement, c'est des réflexes que tu avais dans le football. Côté hyper cadré Voilà. du foot. Et là, tu es dans un environnement hyper libre et créatif. Donc tu de dois temps en t'adapter temps, par rapport à ça. J'ai eu des expériences où, tout à l'heure, je parlais d'une sortie de son, où une sortie était prévue au mois de mars, et on me dit 3 semaines avant, on te contactera pour le plan promo. Donc 3 semaines avant, j'ai pas le plan promo. J'appelle et on me dit, ah, finalement, ça a été décalé à novembre. Sans qu'on me prévienne, sans rien savoir, or que moi, j'attends le plan promo pour faire la promo. Et apparemment, on me dit, bah, Jeep, dans la musique, ça arrive souvent. Ne le prends pas personnellement. Ouais, mais prévenez au moins. Et c'est toi qui gères tout comme ça, ou tu as quelqu'un qui... On est deux. Agent On est deux, ouais. J'ai Farid, mon manager, et moi. Et tu préfères le gérer toi en direct parfois avec des... Maintenant que j'ai plus le temps, oui. Ouais. J'ai plus le temps. Après, en jouant au foot, j'aurais pas été DJ, mais quand je jouais, la marque de vêtements, c'était quelqu'un d'autre qui gérait parce que j'étais footballeur. Mais là, aujourd'hui, j'aime bien savoir ce que je fais et où en sont mes business. Ouais. C'est un problème par rapport au fait de déléguer ou de la confiance ou pas du tout? Non, c'est juste que j'aime ce que je fais. Mais quand de temps en temps, je sais que je ne serai pas dispo, il y a Farid qui fait beaucoup de choses. Mais non, je ne suis pas du tout dans ce truc-là de tout vouloir gérer parce que je ne fais pas confiance aux gens. Non, pas du tout. Tu as déjà douté de toi dans les nouveaux métiers que tu fais? Est-ce que tu as senti une différence entre ta mentale de sportif et ta mentale entrepreneur, artiste là-dessus? Ou est-ce que tu retrouves des points communs dans ton mindset? Je sais pas. Non, dans le fond, non. J'ai toujours le même état d'esprit. Là, je sais où je suis aujourd'hui en tant que DJ et producteur. Je sais où j'en suis, je sais où je veux aller. C'est un peu comme dans le foot, voilà, faut faire ses preuves. Faut montrer aux gens qu'on est capable. Et c'est ce que je fais. Donc, j'ai pas honte de commencer dans des petits clubs voilà, où il n'y a pas beaucoup où devant des petits publics. Et par contre, je sais où je veux aller et l'objectif que je veux atteindre. Et non, du tout. Du coup, j'avance et je sais où je veux arriver, par contre. Ouais. Et je vais y arriver. Et tout ce qui est donc festival, date, collaborateur, que ce soit dans les deux milieux, c'est toi qui vas chercher les gens, c'est toi qui vas chercher les targets à ce niveau-là, ou est-ce que c'est plutôt les gens qui viennent à toi pour te proposer ça? Non, c'est plus les gens qui viennent, qui proposent, qui proposent si est-ce que tu es dispo cette date-là, ce festival-là. Il y a des trucs qui arrivent aussi en dernière minute parce qu'il y a des annulations d'autres artistes. Donc, moi, j'ai pas vraiment, j'ai pas d'ego, j'ai pas de me dire, ouais, ce festival-là, il est trop petit par rapport à ce que je veux faire. Au contraire, je fais ce que j'ai à faire et j'aime la musique en général. Donc, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas un métier. Enfin, je sens pas comme si je vais travailler, je vais kiffer avec des gens. Donc, je prends tout ce que je peux faire et où je sais que les gens vont apprécier ma musique et je vais kiffer, donc il n'y a pas de problème avec ça. Dans le foot, je ne sais pas comment ça se passait pour toi. Est-ce que quelqu'un gérait au niveau de tes finances et là, est-ce que c'est toi qui cadre voilà, ton cachet, qui cadre tout? Est-ce que là-dessus, tu vois une différence par rapport à ton entourage qui gère peut-être pour toi? Ouais, tu t'entoures bien ou c'est toi qui... Dans le foot, j'avais mon agent. Donc, il y avait pas une grille tarifaire, mais presque. Voilà, quand tu es attaquant et que tu es meilleur buteur du championnat plusieurs fois, ben, tu n'as pas les mêmes salaires qu'un défenseur qui a peut-être moins de visibilité. Donc, on avait entre nous une target salariale et de se dire, ben, on va chercher ça parce qu'on pense que ça mérite ça. Donc, ça, c'était mon agent qui était, voilà, il avait tous les chiffres et moi, j'étais concentré sur le terrain. Là, aujourd'hui, il y a des critères qui font que ben, tu peux
tu peux demander un cachet plus gros que d'autres. Si tu as une actu musicale, si tu as des tubes, si tu as des sons qui tournent, qui sont en rotation radio. Et puis du lieu tout simplement aussi où tu vas... Voilà. Et du coup, le festival aussi est important. Si c'est un plus petit festival, je m'adapte. Si c'est un festival un peu plus gros, ben t'imposes pas forcément. Non, en plus, si ça te plaît, tu y vas. Quoi. Ouais, exactement. J'ai fait des trucs à cacher, mais vraiment réduit. Parce que je trouvais le concept cool, le staff était cool, et ils te prennent pas pour un projet, un objet. Ils te disent, voilà, ça nous ferait plaisir que tu sois là. On est un festival qui commence, si tu peux nous donner un coup de main. Voilà, moi j'aime ce genre de démarche-là. Ouais. Je suis pas forcément tout dans le commercial et dans l'argent. Tu laisses parler l'artistique. Exactement. Tu as connu des échecs depuis que tu fais ce métier-là? Oui. Tu peux me raconter des... Ouais, il y a eu des flops. Soit des ondes, soit des flops, soit des... Non, il y a eu des festivals où tu pensais que ça allait être full et ben t'arrives, il y a 10, 20 personnes, il faut faire le show, il faut le faire quand même. Moi, en tout cas, je le fais. Tu donnes la même intensité quand tu es... Non, parce que moi, je me sers beaucoup de l'énergie du public. Ouais. Mais en tout cas, il faut le faire pour ceux qui sont là. Ils ont le mérite d'être là, ils ont fait l'effort d'être là, donc il faut faire le minimum syndical pour eux. Donc je le fais. Après non, je ne fais pas des saltos pour 20 personnes. Pour 10 000 peut-être, mais pas pour... Mais tu t'es déjà un peu raté sur des mix ou des choses comme ça où oui. Est-ce que tu perds pied à ce moment-là ou tu es en mode je vis avec de l'humour et Ça m'est arrivé il y a longtemps quand même, ça va, il y a 2-3 ça m'est pas arrivé dans les 2-3 dernières années. Mais à se tromper de platine, tu vois, tu rentres un son sur la platine de gauche, tu penses que c'est la platine de droite qui tourne, t'éteins la platine. T'as des bisous de Carlos. Et il n'y a plus de son, tu vois. Et les gens, ils te regardent maintenant. Et là, tu fais quoi? Tu t'adaptes. Oui, mais... tu fais bonne figure. Ouais, il y en a plein. Il y a plein de bugs comme ça ou qu'est-ce que j'ai eu notamment? Ouais, la platine qui se met à un mauvais BPM. Donc un son qui est à 130 et tu le fais tourner, il est à 110. Donc ça peut être le début d'un son, tu sais pas. Ouais, pourquoi pas? Tu dis c'est une intro, tu vois. Tu t'adaptes. Mais franchement, il y a beaucoup de DJ qui ont eu un truc de fou. Je pense que tout le monde a eu une casserole. Mais on parle d'échecs ou d'apprentissage, mais quels ont été les échecs, même en général, hein, pas forcément que dans le mix, mais les échecs qui t'ont appris quelque chose et que tu ne refais plus jamais, que ce soit dans le business, l'entourage, l'activité en elle-même. Qu'est-ce que tu as appris? Faire trop confiance aux gens. Il ne faut pas faire trop confiance aux gens. Non. Il faut un minimum de sécurité. Ça m'est arrivé de faire confiance à des orgas qui te disent ouais non c'est bon, ta date elle est sûre, donc moi j'annule tout ce qu'il y a ce jour-là, et au dernier moment ils t'annulent la date et du coup tu as annulé 2 ou 3 dates pour sa date à lui et du coup tu te retrouves avec un. Donc il faut un minimum de sécurité. Il y a des contrats dans le football comme dans la musique. Moi vu que je suis quelqu'un de parole, les contrats de temps en temps c'est pas forcément le plus important, tant que moi tu m'as donné ta parole et moi je t'ai donné la mienne. Oui, tu peux le signer après que ça se passe. C'est plus ça, ou pas du tout. Ou on s'arrange comme ça à l'oral, ouais c'est bon, ça se fait. Et de temps en temps, y a des mecs qui perdent parole et tu te retrouves à avoir un samedi libre, or que tu avais 3 dates normalement à ce jour-là, mais vu que tu as fait confiance à une personne et tu as donné ta parole, du coup, et ta réaction, c'est quoi? C'est de dire maintenant je cadre mieux avant, ou c'est de dire non, je continue comme je l'ai fait, je suis au feeling et, maintenant, c'est je commence la discussion et Farid finit. Sauf que Farid, c'est autre chose. Lui, c'est un manager, c'est carré, c'est contrat, c'est avance, c'est à compte. C'est autre chose. Et du coup, on a moins de casseroles. T'as déjà été trahi dans ton entourage proche avec qui tu bosses? Oui. Ouais. À l'époque du foot ou plus récemment? Ça s'est passé à l'époque du foot, mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps. D'accord. Ouais, sale. Et ça, c'est un truc qui, avec toi, ça passera pas 2 fois, quoi. Non, il n'y a pas de passe-droit dans la vie. Mais tu ne te remets pas en question, toi, par rapport à ça? Sur ce cas-là, non. Sur ce cas-là, je peux rien faire. Ouais. C'est... non. Mais oui, non, il y a des gens qui sont aveuglés par l'argent et qui font des choses qui sont stupides et qu'à un moment donné,
ça te rattrapera. Et cette personne-là, ça l'a rattrapé sec. C'est quoi l'erreur numéro 1 qu'il faut absolument pas faire dans n'importe quel domaine pour toi? Ben, comme j'ai dit, donner une confiance aveugle aux gens. C'est Ah ouais, à tout le monde, que ce soit famille, amis, proches, avocats, tout. Voilà. Être là un minimum à contrôler à checker des choses. Parce que de temps en temps, on se retrouve avec des choses assez lunaires. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des qualités que tu avais en tant que footballeur que tu retrouves dans le milieu artistique? Que moi que j'ai gardé? La ponctualité. Ouais. La ponctualité, le respect, l'amour du travail. J'aime préparer mes sets, j'aime préparer mes enchaînements. Je suis très très pointilleux et ça c'est les qualités que j'avais dans le football. Je suis très même dans mes sets, on peut reconnaître quel genre de joueur j'étais. C'est très dynamique, c'est très il faut que ça bouge quoi. Les réseaux, ils t'apportent quelque chose par rapport à tout ça? Comment tu vis, toi, les réseaux? Beaucoup. Parce que certains grands sportifs vont faire que du foot, ils vont pas communiquer sur leur vie personnelle. Toi, tu communiques sur ta vie personnelle aussi. Ouais. On voit tes enfants, on voit aussi qu'il y a des artistes, il y a des footballeurs, il y a vraiment... c'est des toits mixés, en fait. Ouais, non, moi je suis très... Tu t'es démultiplié. Très ouvert dans ma communication. C'est très instinctif, c'est... voilà, là je suis avec mon fils, on fait je sais pas quoi, je peux le poster comme je peux poster un contrat que j'ai avec une autre marque ou un gros festival. C'est organique quoi. Je fais ce que tu les conseilles tes enfants, que ce soit ta fille dans la danse ou dans la chanson, tes fils dans le foot, ils acceptent tes conseils, ils sont ouverts à ça? Je les conseille, je les force pas à faire. Ça veut dire si ma fille elle me demande pas. Oui, si elle vient vers toi, j'en parle pas. Si mes fils ils veulent pas qu'on parle de foot, c'est pas moi qui vais les lancer sur ça. Mais en tout cas, quand ils sont demandeurs, oui, je fais mon rôle de papa et d'ancien footballeur qui connaît bien le métier. Donc je réponds à leurs questions, mais je lance pas le sujet moi. Mais vu que tu as vécu tout ça, est-ce que tu es inquiet par rapport à la voie qu'ils prennent, ou est-ce que c'est un truc non, tu t'en fous, ça te plaît, puis ils font ce qu'ils veulent, mais est-ce que tu as des inquiétudes toi par rapport à ça, sachant tout ce que tu as vécu? Je suis inquiet comment le monde tourne. Je suis un peu inquiet pour mes enfants. Eux, je les connais par cœur, donc je sais qu'il n'y aura pas qui sont droits, qui sont travailleurs et qu'ils iront chercher par eux-mêmes, pas par mon nom ou pas par rapport à qui je suis, qu'ils iront chercher leur dû. Mais le monde actuel me fait un peu peur. Et j'ai un peu des craintes un peu pour eux. Je me fais du souci. T'avais quel âge quand tu as eu tes enfants? Alors, ma première, Hilo, j'avais 20 ans. Elle est née en octobre et j'ai eu 20 ans au mois d'août, donc j'avais 20 ans. Et après, les autres, 2006, donc 25. Après, 2 ans après, 27. Ouais, c'est ça. Ouais, 27, comment tu as géré? Parce que là, tu étais en pleine carrière. 20 ans, oui. Tu étais à ton apogée. Et là, à ce moment-là, le temps que tu pouvais consacrer, ils voyageaient avec toi. Ils étaient sur un endroit fixe. Tu faisais en fonction d'eux par rapport à tes prises de décision? Ou c'est vraiment le foot qui prenait le dessus là-dessus? À 20 ans, moi, je vivais à Auxerre. Donc, ma fille, quand je suis parti à Auxerre, moi, elle avait 2 ans. Après, malheureusement, la vie fait que des fois, tu es avec une personne, des fois, tu te sépares. Donc, je me suis séparé de sa mère. Donc, moi, je suis parti en Angleterre et sa mère et Ilona sont restés dans le sud de la France. Et tu arrivais à la voir? Oui, quand je venais en sélection ou de temps en temps, elle venait à l'Angleterre. Donc, sur ce côté-là, c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas facile. Après, quand tu es avec la personne, tout le monde te suit. Voilà. Après, quand tu es séparé, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver du temps, il faut trouver des moyens, que ce soit... Pour pas perdre le lien, en fait. Les grands-parents qui t'amènent les enfants. Il y a des moyens, mais c'est vrai que quand tu es séparé, c'est un peu plus compliqué. La famille, c'est un vrai soutien pour ça quand tu es à ce niveau-là? Ouais, c'est important. Surtout quand tu bouges, tu changes de pays. Moi, je suis parti à 24 ans en Angleterre. Nouvelle vie, nouveau pays, nouvelle langue. Tu arrives, t'as pas même si tout le monde, eux, ils te connaissent, toi, tu connais pas vraiment les gens.
Donc, tu te retrouves vite seul, tu peux vite, j'ai pas envie de dire déprimé, mais pas te sentir à ta place et prendre du temps à te sentir bien. Et après, quand l'homme n'est pas bien, l'athlète ne peut pas être bien. Tu peux pas donner ton maximum sur le terrain quand dans ta vie, ben, tu n'es pas heureux. Et du coup, la chance que j'ai eue à Liverpool, c'est qu'il y avait beaucoup de Français. Et je suis arrivé, il y avait Flo, Sinama Pongol, Anthony Le Tallec, Jimmy Traoré. Voilà, c'est des mecs qui m'ont pris, sur leurs ailes parce que ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient là. Et les Anglais aussi ont été... C'était tes mentors à un moment donné. Tu as eu des gens qui t'ont aidé justement à gérer ta vie personnelle, professionnelle, te donner des conseils en fait sur Oui. la charge mentale que tout peut, Professionnel. que ça peut avoir. Mais sur la famille justement, est-ce que les autres joueurs qui ont des familles aussi un petit peu avant toi t'ont donné des conseils justement pour gérer en fait ce temps, ce lien par rapport à ça? J'ai eu Giroud qui a été plus qu'un entraîneur, plus qu'une simple personne là, que j'ai côtoyé dans ma carrière. C'est quelqu'un qui m'inspire encore aujourd'hui, qui est très important pour moi. Et lui, justement, il mettait beaucoup, dans mon souvenir, ce que tu me disais il y a 20 ans, c'est qu'il avait sa manière à lui de vous cadrer par rapport justement aux filles, par rapport à la famille, par rapport à toi. Il voulait justement que vous ayez quelque chose de fixe pour ne pas aller à droite, à gauche. Exactement. Lui il était dans l'optique de... Fixez-vous jeune, vite, pour être stable. Oui, pas avec n'importe qui. Oui, non, bien sûr. Mais lui, il était très... essayer de... Très vie de famille. Oui, c'est ça. Vie de famille, parce que tu es posé, parce que tu es... Parce que pour lui, c'était important dans son coaching aussi. Tu es sûr de toi dans ta tête et du coup, tu performeras bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, je le tiens de lui que... Voilà, quand l'humain n'est pas bien, l'athlète ne peut pas être bien. Donc c'était ça qui voulait vraiment qu'on fasse, qu'on soit bien dans notre vie de tous les jours pour être le plus performant possible. Et ouais, le mentor vraiment que j'ai eu, que ce soit dans le football et dans ma vie, ben c'est lui, c'est Giroud, parce qu'il m'a appris plein de choses, même dans la vie de tous les jours. On voit que tu es très famille. Ouais. Tu vis en Corse maintenant. C'est ça. Comment tu arrives à concilier, toi, la vie professionnelle, les déplacements, parce que tu déplaces du coup énormément, et les enfants, l'éducation, tout. Comment tu arrives à trouver ton équilibre par rapport à ça? Ben, moi, ça a été très droit et très simple. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir ce que je veux faire. J'ai la chance de ne pas me lever tous les jours à 8 heures pour aller travailler. J'ai assez bien géré ma carrière. Donc aujourd'hui, je vis de ma passion. Entre jeudi et vendredi, je suis entraîneur des attaquants à Auxerre. Le vendredi soir, je suis sur l'équipe. Donc c'est que du kiff. On parle du football et de sport en général. Le samedi, je mixe ou pas. Et le dimanche, je rentre. Et du dimanche au mercredi soir, je m'interdis. Tu t'interdis. Je m'interdis de travailler. Même s'il y a un truc génial qui tombe. Ça m'est déjà arrivé. Au cas par cas, mais. Voilà, mais tu t'imposes en tout cas cette rigueur. Parce que j'ai mon fils en Corse déjà du lundi au mercredi. Donc je me garde ce temps-là. Après, quand il est à l'école, oui, au téléphone. Je travaille quand même. Mais je suis présent. Je suis en Corse. J'ai ma fille qui est à Paris et j'ai mes trois garçons en Angleterre. Donc, ça fait des miles. Ça fait des miles, ça fait des XP, très bien. Et du coup, c'est important de passer du temps. C'est pas toujours facile, je fais pas toujours ce que je veux, mais en tout cas, Gabriel, je l'ai comme j'ai dit, du lundi au mercredi et j'essaie d'être là le plus possible. Il est foot ou pas, Gabriel? Il est très foot. Très, très foot. Ouais, très foot, comme Prince, comme Cassius et Marley. Ils sont les 4 très foot. Merci les gènes. Ouais. Après, c'est pas une obligation. Hein. Non, c'est pas une obligation. Il y a des fils de footballeurs qui font autre chose. Hein. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui veut changer de secteur? Aux gens qui veulent vraiment se réinventer. Ils ont fait un métier pendant 20 ans. Ils veulent se réinventer complètement. C'est quoi le conseil que tu donnerais? D'y aller. D'y aller, de ne pas écouter les gens, de ne pas écouter les on-dit, de ne pas... d'y aller. D'y aller, d'écouter son cœur. Moi, on m'a dit, ouais, mais le monde de la nuit, hein, c'est ça, c'est la drogue, c'est les filles, ces trucs.
si vous voulez, moi, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Ouais. Je joue à 2h, j'arrive à 1h, je fais mon set, je fais ma séance photo après, je rentre. Et j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais pris. Voilà, c'est. C'est une hygiène de vie, de toute façon, voilà, t'as toujours eu. et faites votre propre idée. Allez vivre les choses, mettez les mains dans le cambouis, faites vos. Explore pour exploiter, Voilà, quoi. faites Ouais. des fautes, et vous allez voir que vous allez vite savoir si c'est fait pour vous déjà ou pas. Mais c'est clair que en écoutant les gens et en se disant non, bon, j'y vais pas parce que Pierre-Paul Jacques m'a dit que c'était pas fait pour moi. Pierre-Paul Jacques, c'est pas toi déjà, donc tu peux pas savoir ce qui est bon pour quelqu'un ou pas. Donc, je vraiment conseille de faire des expériences. Et si vous tombez, vous relèverez. Ouais, on apprend des échecs. Mhm. Comment tu te vois, toi, dans les années à venir? T'arrives à te projeter sur combien de temps? Et est-ce qu'il y a d'autres domaines que tu as envie encore d'exploiter, de découvrir? Moi, je suis très touche à tout, donc je pense que dans 10 ans, je me vois peut-être dans d'autres, peut-être organisateurs d'événements, de festivals. J'aimerais bien créer voilà, ou mon concept de soirée ou un festival. Donc, je peux aussi aller vers cette direction-là. Mais ouais, non, j'aimerais bien vraiment faire mon chemin dans la musique. Donc, Donc plus musique que sortir mode quand même? non, parce que Non. pour moi, c'est pareil. Les deux vont avec. Dans la mode, pareil, voilà, que Monsieur Lenoir grandisse, que Monsieur Lenoir T'as devienne envie de faire des défilés? T'as envie de devenir en fait Bien une sûr. marque de haute couture comme ça? Ou pas? Bon, la haute couture, Ouais, je quand même, sais. c'est compliqué, mais voilà, une belle marque Mm. de prêt-à, c'est très bien. Mais tu te verrais à la Fashion Week avec ta marque. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, c'est compliqué. Ça, je sais que c'est un monde très compliqué, mais voilà, step by step. Mais ouais, organisateur de festival, ça peut être pas mal. T'es Ça peut être heureux? pas mal. Très. Ah oui, Est-ce très. que tu as trouvé ton équilibre entre justement l'après-foot, même s'il y a encore un petit travail à faire sur Ouais, franchement, ça va mieux. frustrations, mais Ça va mieux. Ça va mieux. Il y a 2-3 ans, c'était vraiment compliqué. Ces 4 buts-là, je les avais vraiment à travers de la gorge. Mais là, franchement, j'entraîne toutes les semaines, donc je suis proche du terrain. Et franchement, je me régale. J'ai des petits, ils sont extraordinaires. justement, tu parles d'entraînement, mais t'as jamais eu envie de devenir vraiment entraîneur? Numéro un, non. Non? Non, parce que j'ai la fibre transmission. J'aime bien parler avec mes attaquants, notamment, ou avec les joueurs de l'équipe. Mais non, j'ai pas encore cette fibre-là. Mais par contre, de coacher mes attaquants, de leur dire dans cette situation-là de faire ça. Un attaquant qui vient, qui me dit ouais, je suis pas bien en ce moment. Ça fait 6 matchs que je marque pas. Je dois faire quoi? Je peux lui répondre. Un milieu de terrain qui me dit voilà, lui il part dans mon dos, je fais quoi? Je le suis ou je le suis pas. J'ai pas été milieu de terrain, donc je peux pas trop le conseiller, même si j'ai joué, voilà, j'ai côtoyé des milieux de terrain, mais en tant qu'entraîneur des attaquants, je sais vraiment quoi leur dire précisément et je sais que s'il fait ça, ça va marcher. Donc ça, je kiffe. Parce que je vois les progrès du jeudi au samedi, je vois les mecs progresser, donc ça me plaît. Et pour l'instant, je passe mes diplômes déjà pour être entraîneur, pourquoi pas un jour, mais là maintenant, j'ai pas le truc non, de numéro un. Je suis très bien en spécifique comme je suis là. Et là, il y a des gros événements qui arrivent pour toi. Il y a le jubilé. Ouais, putain, jubilé. Ouais, 27 mai à Auxerre. Un jubilé, c'est censé être une dernière danse et un au revoir au monde du football qui sera jamais un au revoir, on le sait très bien. Mais elle est là, elle était 4 buts. Ouais, franchement, je pense que ça va être là et puis voilà. Mais même pas de gardien, on s'en On fout. met pas de gardien, ouais, 4 pénaltys tranquille. Dans mes d'office, je crois que je vais mettre ça dans le Ça contrat. représente quoi pour toi, ça? Un jubilé, cet événement, ouais, c'est une façon de retrouver déjà plein de potes, parce que ça sera les anciens d'Auxerre contre une équipe légende de gens avec qui j'ai joué en équipe de France ou côtoyé dans ma carrière. Et déjà, ça ramène un peu de lumière à Auxerre. Je me sens pas redevable, mais j'ai envie de C'est ton équipe de cœur. de leur faire plaisir parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à la JOCR si je suis là aujourd'hui. Donc d'organiser une belle fête, qu'on fasse une belle fête tous ensemble. On est en train de faire une super saison, l'équipe première, donc ça serait un moyen aussi de fêter aussi la saison de l'équipe première. Et voilà, faire
un dernier match sur ce stade-là qui m'a tellement apporté, même si je sais que ça ne sera pas le dernier. En tant que footballeur, tu prends ta retraite relativement tôt. C'est quoi ton rapport justement au fait de vieillir, de changer de style de vie? Est-ce que tu prends encore soin de toi? Est-ce que tu vis bien les choses, le temps qui passe? C'est quelque chose que tu vis bien? Même quand on parle de jubilé, c'est-à-dire qu'on a l'impression de prendre un coup. Oui, là, ouais, mais en même temps, c'est une grande reconnaissance. Ouais, le mot jubilé, c'est vrai que ça fait. C'est un peu à l'ancienne. Mais là, c'est plus voilà, un match. C'est plus une fête. Mais après, c'est vrai que le rapport avec le fait de vieillir, moi, perso, je le vis bien. Ça ne me dérange pas. Le changement physique, il y a toujours une solution. Il y a de bien manger, de faire attention à être bien hydraté et à faire du sport. Et là, ton corps peut changer, mais dans le bon sens. Maintenant, si tu te laisses faire et que tu te laisses aller, et dans la tête, oui, les effets, pour toi, les effets nickel, du temps sont... Ah non, moi, dans ma tête, oui, j'ai toujours... j'ai 43 ans aujourd'hui, mais j'ai pas cette malentendu. J'ai pas 43 ans dans ma tête, je suis limite un gamin et je fonce et j'essaye de rester le plus présentable possible. Donc, non, je ne me laisse pas aller. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais bu d'alcool. Donc, j'essaye de... C'est ça le secret. D'être le plus... d'avoir la meilleure hygiène possible. Quand on a été footballeur comme toi, c'est vrai qu'on a une image reliée à l'argent. Ouais. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui nous posent des questions, justement, qui se posent des questions sur comment tu gères tes finances quand tu es à ce niveau-là, et même l'après, puisqu'en fait, peut-être que tu as été aidé et entouré au moment du foot et qu'on tu as lâché après, parce que ce n'est pas les mêmes métiers. Toi, du coup, est-ce que tu as été entouré? Comment aujourd'hui tu... pas t'en sors financièrement, mais est-ce que tu as fait des placements? Est-ce que tu as capitalisé sur l'après au moment du foot? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es plutôt rassuré par rapport à ça et tes placements et ton environnement? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas du tout les mêmes salaires que maintenant. Les jeunes de cette génération-là connaissent les salaires qui tournent dans le monde du football. Nous, ce n'était pas du tout ça à l'époque. Ouais. C'était beaucoup moins. Et t'en penses quoi, justement? Honnêtement, tant mieux pour eux. Franchement, tant mieux pour eux. Mais est-ce que tu as l'impression que ça peut dénaturer effectivement ce côté passion du foot, le côté vraiment sportif, et que c'est un peu trop démesuré? Pour toi, c'est trop démesuré? Ouais, oui, parce que ça enlève le côté passion et le côté amour du sport. Après, je ne dis pas que les joueurs de maintenant n'aiment pas le foot, c'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il y a moins, il y a moins ce sentiment d'attache à un club. Ouais. Nous, à l'époque, un joueur de club, c'était un joueur de club. Un joueur de Nantes, c'était un joueur de Nantes. Un joueur de Marseille, il était attaché à son club. Aujourd'hui, il y a toujours des joueurs qui sont accrochés à leur club, mais qui peuvent se faire avoir par un contrat beaucoup plus élevé dans une autre équipe ou dans un autre pays. Et nous, à l'époque, on avait un peu plus de mal à quitter le cocon. Moi, j'ai fait de 96 à 2004 à Auxerre. C'était très famille. Après, je suis parti à Liverpool parce qu'il fallait que je passe un autre step, mais c'était purement football. C'était pas lié à des chiffres, après, oui, le salaire allait avec, mais il y avait beaucoup plus gros salaire ailleurs et on a fait ce choix-là. Et j'ai fait le bon choix d'ailleurs parce qu'on gagne la Ligue des Champions l'année où je pars. Et ouais, je sais. Et ce sera un autre podcast. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Voilà. Et du coup, c'est vrai que maintenant, moi, les salaires, ça me dépasse. Ça me dépasse les prix que j'entends. Et pour moi, il n'y a aucun humain qui mérite ça, qui mérite ce genre d'argent pour quoi que ce soit. Enfin, quelqu'un qui gagne 100 millions par mois, il faut m'expliquer. C'est pas... Ouais. J'ai du mal. Après, tant mieux pour lui. Hein. On lui offre, il le prend, il le mérite sûrement. Mais c'est dur. Et sans faire le rageux des anciens versus les nouveaux. Au contraire, qu'ils le prennent et qu'ils se mettent à l'abri. Mais c'est surprenant. Il y a quelques salaires qui me surprennent. Ouais.
Et donc, du coup, toi, par rapport à tes placements, Bah, je me suis très très bien démerdé toi, par ça a rapport été à... la pierre, ça a été... Ouais, bah, Giroud. Ouais. Ouais, Giroud, bah oui. c'était plan d'épargne logement et maison. C'était ça, lui, c'était son truc. La bourse, tu oublies. Tout ce qui est placement fictif, qui est pas palpable, tu oublies. Et c'est totalement ce que j'ai fait. Et moi, aujourd'hui, j'ai du mal avec la crypto-monnaie, avec la bourse. Ça marche sûrement hein, pour certains, mais moi, tant que j'arrive pas à le Ouais. toucher, à le quantifier, j'ai du mal. J'ai du mal. Donc assurance vie et placement Et du coup, ça met dans la aussi tes pierre, quoi. enfants Dans la pierre, ouais. en sécurité par rapport à ça. Donc ça, c'est Guiraud qui t'a tout appris. Exactement. Exactement. Après, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a du bon dans la crypto-monnaie, mais il faut être spécialiste, il faut être constamment à l'affût de la moindre opération. Et ça, enfin, c'est pas mon truc. Mais moi, oui, je suis très plus IMO et placement, voilà, vraiment basique, quoi, où tu peux quantifier ton argent. Tu as des regrets par rapport à des placements que tu as pu faire Oui, oui. Oui, j'ai ou fait des... des histoires quand même que tu as, enfin des projets que tu as loupés Ouais, je suis passé à côté de trucs pas mal. Euh, j'ai fait des investissements qui, je pensais être bien, mais que ben, j'avais des parts dans un vignoble. C'est marrant pour quelqu'un qui boit pas d'alcool. Ouais. Donc ça m'a vite, enfin ça m'a C'est vite, gâché. j'ai vite désenchanté. J'ai vite revendu Tes parts. mes parts, pardon, parce que à chaque réunion, je comprenais pas de quoi on parlait. Parce que j'étais majoritaire, donc il fallait que je paye le plus pour un truc que je kiffais pas. Donc j'ai eu un peu plus de mal, mais voilà, je suis passé aussi à côté de choses cool et des fois, ben, c'est comme ça. Des C'est fois, le jeu. tu gagnes ou tu Ouais, perds. c'est ça. Est-ce que tu as déjà voulu investir dans des sociétés, des startups, justement aider aussi des gens qui se lancent, Mhm. être associé de gens qui veulent ton point de vue, ton aide, au-delà du Ouais. financier, mais Ouais, je suis dans deux sociétés. Une qui s'appelle Beau Mobility, qui font des trottinettes électroniques. Je suis venu ouais. électrique avec je suis venu tout à l'heure avec. Et je suis dans une société aussi qui fait des ballons recyclés, qui s'appelle Rebond. Et donc toute la matière du ballon est recyclée. Et du coup, on a fait la Coupe du Monde moins de 17 ans. Donc ils ont joué avec nos ballons. Et on essaye voilà, vraiment d'éduquer les équipes les gens à consommer les ballons de football autrement. Et c'est quoi, toi, ton investissement justement dans cette société-là? C'est que financier ou est-ce que tu vas aller vraiment C'est un, t'intéresser aux produits, tu vas apporter c'est des idées? un peu les deux. Un peu les D'accord. deux. Et c'est aussi mon image Oui. qui porte quand même et qui facilite les relations avec les clubs pour rebond. Ben, c'est plus facile que Djibril aille parler Oui. au club plutôt que Simon. Et du coup, ouais, j'ai ces deux compagnies-là. Après, j'aime bien. Je reçois beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses un peu moins. Mais en tout cas, je trouve que c'est le futur. De toute façon, c'est le futur de l'économie. Et il y a des trucs, ouais, vraiment innovants. Mais Robon, en tout cas, ça m'a séduit. On a fait d'ailleurs l'émission Qui veut être mon associé avec Ouais, ça. c'est ce que j'allais te Ouais. dire, ça me fait penser à ça. En fait. On a fait ben, Ouais. justement avec Robon. Il a fait sa présentation et en surprise, je suis venu le soutenir. Ouais. Et là, on est en plein développement et ça prend. Ça prend. Et on a deux parties. On a des ballons vraiment pur football et les ballons artistiques où on fait des collections plus réduites. Mais voilà, c'est vraiment des objets de déco. Et là, on développe avec des artistes. Je vais faire un pôle d'artistes amis à moi et on va faire une série de 9 parce que j'ai été numéro 9. Ah oui. Donc on va faire 9 artistes différents. Canon. Et ouais, non, c'est le côté, voilà, mon côté mode, mon côté art aussi que j'aime bien. Ouais. Et on mélange les deux, le sport est là. Tu arrives à t'équilibrer sur tout ce que tu fais en fait. Ben, Toutes tes j'essaye. facettes à toi se J'essaye. retrouvent en C'est tout ça. cas dans tes activités. C'est ça, j'essaye de faire que le projet me ressemble vraiment. Et pour me ressembler, il faut que ce soit, ça peut pas être ou tout noir ou tout blanc. Il faut que ce soit noir, blanc, jaune, vert, rouge, bleu. Djibril, c'est ça, je suis une multifacette.
multicolore, ce que vous voulez. Mais il faut que voilà, mon projet me ressemble sur tous les points. Ouais, dans les années à venir, ça va continuer en fait comme ça. C'est au feeling sur des choses que tu... C'est exactement. Tu tombes sur un beau projet, sur une belle idée, tu y vas. Oui, tu ne mets pas de limite par rapport à ça. Non, je refuse des trucs qui, pour les gens, sont fous. Ah, dis, attends, tu te rends compte, la somme là qu'on te propose, tu refuses. Ouais, mais ça me... Donc je fais les choses avec le cœur et avec passion. Merci, Djib. Nickel. À monter maintenant.